et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On ne se retrouve pas du tout comme d'habitude pour parler films, séries, etc. Comme vous pouvez le voir, j'ai un petit peu changé le décor puisqu'on est sur quelque chose de totalement différent. La Caverne du Ciné est un site dédié au 7e art qui fait des critiques, qui fait des rétrospectives, qui fait des tops, un petit peu comme je le fais sur ma chaîne, m'a contacté pour me proposer de faire un entretien pour parler de moi et de ma chaîne et de ce que je fais sur YouTube, etc. Vous pouvez retrouver ça sur son site 1 à 2 fois par mois. Il s'entretient avec des influenceurs, que ce soit des youtubeurs, des instagrammeurs, etc. qui parlent de cinéma, et il a eu la gentillesse de me le proposer également, donc j'ai accepté avec plaisir. La vidéo que vous regardez actuellement sera exclusive, réservée à son site durant plusieurs jours, donc du 3 septembre au 16 septembre, et elle va être mise en public sur ma chaîne le 16 septembre, donc en fonction du biais par lequel vous êtes passé, vous la découvrez à un moment ou à un autre. Et à l'inverse de ce que vous voyez d'habitude sur la chaîne, à partir du moment où on passera en mode interview, je ne cutterai pas, sauf si je hurle sur Céus ou que j'éternue parce que c'est pas très élégant, mais je cutterai pas et je laisserai juste la vidéo dérouler, on va dire, tout ce que j'ai à dire pour répondre aux questions le plus honnêtement possible. Je suis très flattée et très reconnaissante qu'il m'ait proposé ce projet, je suis très contente de le faire sur la chaîne. J'espère que ça vous plaira, je vous laisse avec le générique, on se retrouve juste après. Comme d'habitude, j'ai les questions sur mon petit carnet, donc première question. Peux-tu te présenter en quelques mots? Alors je m'appelle Élise, j'ai 26 ans, je suis enseignante en collège, j'enseigne l'histoire-géographie et j'ai un ensemble assez éclectique de passions et de loisirs, donc je suis passionnée de cinéma depuis très longtemps maintenant, et à côté j'ai beaucoup de loisirs, je lis énormément de mangas comme vous vous en doutez, je lis également des romans, plutôt des romans de fantasy ou des romans young adult, même si j'en lis beaucoup moins maintenant, je joue aux jeux vidéo quand j'en ai le temps, principalement à la Switch, je suis une grande collectionneuse dans l'âme comme vous ne le voyez absolument pas dans mon décor, voilà, et je suis quelqu'un de très râleur mais de plutôt enthousiaste, ce qui est relativement contradictoire et qui peut perturber un peu les gens. En gros je suis enthousiaste pour tout faire et je suis tout le temps contente de faire des choses, mais j'aime pas quand ça se passe mal, pas comme je veux, voilà, en gros. Et sur internet, j'ai le pseudonyme de Lily, qui est de toute façon le surnom que me donne ma famille ou mes amis, et du coup j'anime une chaîne YouTube, enfin je tiens une chaîne YouTube qui parle de cinéma, qui est mon loisir principal et une passion que j'ai depuis très longtemps. Je parlais pas particulièrement de cinéma dans mon quotidien, du coup j'ai créé ma chaîne YouTube pour en parler ici et surtout parler des récentes choses que j'ai vues, en fait c'est surtout pouvoir échanger sur ce que je viens de voir et j'ai trop envie d'en parler quoi en gros. Quel est ton premier souvenir avec le cinéma? Les plus vieux souvenirs que j'ai avec le cinéma, c'est avec ma famille, et c'est pas forcément au cinéma d'ailleurs, puisqu'il y avait un tout petit cinéma à côté de chez mes parents et on n'y allait pas très souvent. Mes premiers souvenirs de cinéma, c'est avec mon grand-père qui aimait énormément le cinéma également, qui voulait tout le temps nous faire découvrir les films, ses films à lui, donc des films d'action de l'époque, etc. Il avait installé un home cinéma dans une des chambres de leur maison, et quand j'allais l'été chez eux, on passait nos soirées installées dans le home cinéma et c'était trop cool. C'est des séances de cinéma avec ma mère qui m'emmenait voir tout le temps les derniers Disney, etc. Je me souviens d'une séance, alors c'est pas forcément ma première expérience, mais je me souviens d'une séance de Rebelle qui était super marquante parce que c'est un dessin animé qui parle d'une relation mère-fille. C'est mon père qui m'emmène voir mon premier film en 3D qui est Volt Star malgré lui. Ce film, je l'ai pas particulièrement apprécié, mais il m'a marqué parce que mon frère et moi, on avait tanné mon père, mais pendant des jours, depuis des temps immémoriaux, pour aller voir une séance de cinéma en 3D. Qui est pourtant quelque chose que je n'apprécie pas beaucoup aujourd'hui, mais c'est le premier film que j'ai vu en 3D de ma vie et j'avais vécu ça comme une expérience merveilleuse en tant qu'enfant, donc c'est beaucoup de très très bons souvenirs de mon enfance en fait. Qu'est-ce qui t'a motivé à ouvrir ta chaîne Lily s'ennuie et quelle est sa particularité? Du coup j'ai déjà un peu spoilé la réponse. Ce qui m'a motivé à ouvrir ma chaîne, c'est que j'ai pas particulièrement de gens dans mon quotidien avec qui parler cinéma comme je le voudrais en fait. C'est pas qu'ils regardent pas de films, enfin j'ai des gens dans ma vie qui regardent pas de films et ça me pose aucun problème. Il y a des gens avec qui des fois je discute cinéma, mais moi je pourrais en parler pendant des heures et je saoule en fait les gens. Donc j'en parlais juste pas ou pas trop et ça crée une frustration et du coup je pensais à ouvrir une chaîne YouTube depuis longtemps sur ce sujet, sur les mangas, etc. Et petit à petit, parce que j'ai vécu
une certaine désillusion dans mon métier et que je me sentais pas du tout je me sens toujours pas épanouie dans ce que je fais dans mon travail en fait. J'ai cherché à voir autre chose, à rajouter autre chose dans ma vie et finalement par rapport à ce que je faisais déjà sur Instagram à une très minuscule échelle, genre je parlais juste de films en story, on en est arrivé à ma première vidéo sur Dune et à là où j'en suis aujourd'hui. Et concernant la particularité de la chaîne, je sais pas trop, c'est moi, parce que c'est ma chaîne, j'en sais rien en fait. Je crois pas que j'ai une particularité, j'ai pas cherché à me démarquer particulièrement des gens ou à avoir ma brand ou à avoir mon rayon. Je parle de plein de trucs en fait. Mais c'est peut-être ça la particularité de la chaîne, c'est qu'on parle de plein de films différents dans l'actualité, pas que des blockbusters mais aussi des plus petites sorties. Enfin, en fait, je vous parle de tout ce que je vais voir. J'essaye de toujours être sincère dans mes vidéos et je vous partage humblement mon avis. En fait, j'ai aucune érudition particulière sur le cinéma, hormis ma passion et les films que j'ai vus dans ma vie, mon background de cinéphile, si j'ai le droit de dire le mot cinéphile en parlant de moi, mais voilà, tous les films que j'ai vus dans ma vie qui nourrissent les visionnages suivants. Mais je sais pas quelle est ma particularité, moi, peut-être, voilà. Mais en tout cas, si vous pouvez mettre en commentaire quelle est la particularité de la chaîne, je suis preneuse. Quels sont tes objectifs et tes projets pour le futur de la chaîne ? Pour le moment, mon objectif principal, parce que là du coup je vais commencer une nouvelle année au travail, c'est de maintenir mon rythme et de continuer à faire ce que je fais actuellement, que la chaîne continue en fait. Il faut savoir que c'est quand même 3 vidéos par semaine, c'est quand même un combat de tous les instants. Je ne dis pas du tout que c'est une contrainte, ce n'est pas le cas parce que j'y prends beaucoup de plaisir, mais j'ai un travail à côté qui est relativement chronophage. Donc pour le moment, mon objectif à court terme, on va dire, c'est de continuer la chaîne telle qu'elle fonctionne aujourd'hui et de continuer avec ma bonne humeur et de continuer à faire en sorte que ce que je fais ne me lasse pas. Bien sûr que des fois je pense au fait que peut-être au bout d'un moment je vais en avoir marre et dans ce cas-là je ferai autre chose ou j'arrêterai juste en vous disant humblement que j'en ai marre. Pour le moment c'est pas du tout le cas, je vous rassure là-dessus. Je prends toujours autant de plaisir à faire mes vidéos donc de ce côté-là il n'y a pas du tout de souci, mais rester sur continuer ce qu'on fait actuellement. Puis après j'ai des idées on va dire à plus long terme. J'avoue que je m'attendais pas du tout à ce que ma chaîne rencontre le succès, bien sûr, tout à fait, je remets les choses dans les clous, vous inquiétez pas, mais qu'il y ait autant de gens qui soient réceptifs à ce que je dis. Du coup j'y ai pas vraiment pensé à l'avenir de cette chaîne. Pour moi c'était juste je vais mettre des petites vidéos sur internet. Donc j'avoue que j'ai pas vraiment de plan sur le long terme. Je suis ravie que ça fonctionne, je suis ravie que vous soyez là, je suis ravie qu'on en discute, je suis ravie de tout ce qui se passe autour de la chaîne qui est super réjouissant, mon premier partenariat, les lives qu'on fait, donc juste continuer tout ça parce que ça me fait plaisir en fait. Si j'ai quand même un petit projet pour Noël, mais je pense pas que ce soit réalisable parce que je crois que ça va être super chronophage, mais j'ai une idée d'un truc pour Noël. Voilà. Ne penses-tu pas que l'on juge d'abord un youtubeur ou une youtubeuse sur sa personnalité avant de juger le contenu ? Alors je sais pas, je vais parler de ma propre expérience en tant qu'utilisatrice de YouTube. Moi, je m'oriente d'abord sur le contenu, c'est-à-dire qu'en général, je m'oriente sur un contenu qui m'intéresse ou sur lequel je me pose des questions, j'ai envie d'en apprendre plus sur les planètes, je vais chercher qu'il y a quelqu'un qui a une chaîne YouTube sur les planètes par exemple. Mais ensuite, le fait de rester sur une chaîne, c'est du fait de la personnalité du youtubeur ou de la youtubeuse. Je suis pas des gens qui me sont antipathiques, je suis pas des gens que j'aime pas ce qu'ils font en fait, ou qui y sont. J'y arrive pas, tout simplement. Je pense qu'il y a quelque chose de très humain dans les réseaux sociaux, dans YouTube, mais dans les autres, où, alors bon, certains ont des personnalités fake, mais bon, tu suis quand même cette fausse personnalité qui se sont créées, mais globalement, tu suis la personnalité. Si tu restes, c'est parce que tu as rencontré une personne, un individu, un caractère, ou un personnage d'ailleurs, qui t'a interloqué, qui t'a interpellé, et je pense que c'est ça qui fait rester quelqu'un sur une chaîne. Moi maintenant, il y a des youtubeurs que j'adore, même s'ils me parlent du montage d'un meuble Ikea, je regarde, enfin j'adore monter des meubles Ikea donc oui je regarde, mais même s'il me parle d'un truc, je sais pas comment démonter le monteur d'une Polo, je crois que je regarderai juste parce qu'ils sont fun et parce que j'aime bien passer du temps virtuel avec ces personnes en fait, donc oui, d'abord le contenu qui oriente vers la chaîne et ensuite la personnalité qui fait rester, je dirais. Tu as lancé ta chaîne en septembre 2021 et tu as déjà dépassé les 3500 abonnés. Qu'est-ce que cela te fait ? Alors au moment où je tourne la vidéo, on est 3800, donc je sais pas combien on sera quand je sortirai la vidéo. Honnêtement, mon premier sentiment, c'est une certaine pointe de fierté, je dirais, et puis surtout beaucoup de reconnaissance. Ça me fait très plaisir, ça me touche, je suis un peu flattée. Ça c'est mon premier sentiment, et juste après, il y a un énorme sentiment de pression. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, je suis très flattée, très honorée que tous ces gens me suivent, que vous me fassiez confiance. Ça me paraît énorme. Déjà j'ai du mal à vous imaginer en tant que masse de gens, j'ai du mal à imaginer ce que ça représente 3000 personnes en quantité, voiture,
On va laisser mon voisin démarrer, ensuite je continue. Donc en quantité, j'ai du mal à me représenter ce que ça représente, mais en plus, j'ai le sentiment que si vous êtes là, si vous êtes resté, c'est que vous avez aimé ce que vous avez vu et que vous voulez voir la même chose, vous voulez aussi en voir plus, et on a des rendez-vous maintenant tous les lundis, tous les mercredis, tous les samedis, on se retrouve ensemble à 16h pour parler cinéma, pour parler des sorties principalement, et il y a quand même une certaine pression où je me dis, ces gens-là comptent sur moi, peut-être qu'ils attendent mon avis sur tel film, c'est surtout sur les choix de films, je vais jamais voir un film qui me tente pas ou que j'ai pas envie de voir, je me dis jamais, j'ai des fois une petite voix dans ma tête qui me dit peut-être que c'est ce film-là qu'il faudrait être quand tu parles sur YouTube, mais je l'envoie balader parce que je veux absolument pas aller voir des films que j'ai pas envie de voir, donc tous les films que je vais voir c'est pour moi, très égoïstement, mais c'est vrai que des fois je me dis oh, peut-être qu'ils aimeraient bien avoir mon avis, peut-être qu'ils attendent que je donne mon avis sur ce film pour savoir si le film les tente ou pas, donc il y a ce paramètre-là qui est maintenant entré en compte dans la chaîne du fait de la quantité de gens, mais globalement c'est surtout beaucoup de reconnaissance. Et ça me fait très très plaisir et ça me flatte, soyons honnêtes, ça flatte mon petit ego, voilà. Mais en tout cas, c'est incroyable parce que c'est vraiment pas du tout, mais alors pas du tout ce que j'imaginais. Moi j'avais juste peur qu'on ne regarde pas du tout mes vidéos, donc ça me touche un peu d'une certaine manière, je dirais. Ouais, ça me touche. D'ailleurs, ta chaîne va bientôt fêter son premier anniversaire, est-ce que tu as prévu quelque chose de spécial? Alors en effet, l'anniversaire de la chaîne c'est le 15 septembre, puisque le 15 septembre 2021, j'ai sorti ma vidéo sur Dune, qui est ma toute première vidéo. J'avais créé la chaîne 2 mois plus tôt, j'avais rien mis dessus. Rien du tout. Et je m'étais dit, si dans 6 mois j'ai rien mis, je supprime le truc, histoire que quelqu'un ait le nom, si jamais il le veut. Même si le nom que j'ai choisi est tellement weird que je sais pas si quelqu'un d'autre en voudra un jour, mais j'adore mon nom de chaîne, hein, c'est pas la question. Mais ouais, donc le 15 septembre, 15 septembre 2021, j'ai sorti ma première vidéo, et c'est très bientôt, et j'ai prévu des trucs. D'ailleurs, cette vidéo en fera partie, puisque je compte la mettre en public le 2e jour, donc le lendemain de l'anniversaire. Donc si vous la regardez au lendemain de l'anniversaire, joyeux anniversaire à la chaîne, félicitations à toi chaîne. Je sais pas si je peux parler à ma chaîne comme si c'était une personne. J'ai prévu d'autres choses, je vais dévoiler le nouveau générique de la chaîne, puisque j'aimerais bien fonctionner comme des séries, me dire que c'est la 2e année, donc c'est genre la saison 2, il faut un nouveau générique pour la saison 2, donc j'ai préparé un nouveau générique. Et pas grand chose d'autre en fait, honnêtement j'avais pas énormément d'idées, voilà. Donc on va juste marquer le coup avec le nouveau générique et partir sur des nouvelles bases pour cette nouvelle année. Tu fais pas mal de live actuellement sur plusieurs chaînes, est-ce que c'est un exercice que tu affectionnes tout particulièrement? Alors j'adore faire des lives parce que honnêtement à la base c'est ce que je cherchais, échanger autour du cinéma. Avec d'autres gens que ça saoulera pas de m'écouter parler cinéma pendant des heures, et des gens qui eux-mêmes, j'ai envie de les écouter parler cinéma pendant des heures, et qui en plus m'apportent plein de connaissances que j'ai pas sur le cinéma. Chaque fois que je fais des lives, je trouve ça extrêmement enrichissant, parce que je vois plein de points de vue différents. Je sais pas si c'est l'image que je renvoie, mais vraiment sincèrement, j'adore être confrontée à des avis différents sur des films, comprendre pourquoi la personne elle a pas aimé ce que moi j'ai adoré, ou à l'inverse elle a aimé ce que moi j'ai pas aimé. Je trouve ça super intéressant et super enrichissant, et ça on l'a en direct si vous voulez dans les lives, et c'est très très cool. En plus au début des lives j'étais très stressée etc, mais là maintenant je suis beaucoup plus détendue, ça va beaucoup mieux. Et je trouve ça effectivement très très enrichissant. Malheureusement, les périodes où je travaille, là j'étais en vacances donc je peux en faire beaucoup, les périodes où je travaille en semaine c'est pas possible parce que je me lève très 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 tôt, et que les lives c'est le soir et en général ça dure tard, mais je crois que ça va me manquer, honnêtement. Tu viens même de participer à un Qui veut gagner des millions avec Guillaume fait son cinéma sur la chaîne de Megamax. Raconte-nous un peu comment ça s'est passé, tu n'avais pas trop la pression? Alors oui, effectivement, j'ai fait un Qui veut gagner des millions sur la chaîne de Megamax avec Guillaume fait son cinéma, je vous mets le lien en description, c'était super cool, enfin j'adore le concept de l'émission, mais j'avais beaucoup de pression. On va dire les choses comme ça, je suis pas du tout une érudite en cinéma, mais vraiment pas. J'arrive avec les films que j'ai vus et que j'aime, et les films que j'ai vus et que j'aime pas, et mes goûts qui se sont formés sur les 15-20 ans de mon background en tant qu'amoureuse du cinéma. Mais je suis pas du tout une érudite en cinéma, c'est pas d'ailleurs quelque chose que je vise particulièrement, connaître par cœur les dates de sortie, les noms des acteurs, les noms des réals. Dans les vidéos j'en parle parce que c'est intéressant pour analyser le film et pour comprendre le film, mais tu me dis un film au hasard qui est sorti il y a quelques années, j'aurais du mal à te citer de mémoire comme ça le nom des acteurs, le nom des réalisateurs, en me concentrant beaucoup, ou si j'ai fait une vidéo dessus, ou si je me suis renseignée dessus, oui, mais c'est pas un exercice que je trouve facile, et
Alors en soi ça me pose pas de problème, enfin j'assume complètement de pas avoir cette érudition cinématographique, mais là il y avait la pression que c'était pour une association et il y a aussi la pression que c'est en direct. Il faut savoir que quand on est en direct, c'est un peu comme si on n'avait pas le droit à l'erreur tout le temps. Alors quand on est dans un débat, moi quand je défends mes idées, quand je dis ce que je pense ce que je suis honnête sur ce que je pense, donc je vais pas me tromper entre guillemets sur ce que je pense. Des fois je formule mal mes arguments ou je formule mal mon avis, mais ça s'arrête là. Mais là, quand t'es en direct, t'as pas le droit à l'erreur et les gens sautent sur la première erreur. Enfin pas tous les gens, en fait c'est une toute petite minorité, mais il y a des gens qui n'attendent qu'une chose quand tu t'exposes en ligne, comme disent les gens, j'aime pas le terme exposer, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est de te sauter dessus, de sauter sur la première erreur, le premier nom mal formulé, la première date où tu t'es trompé d'une année, le premier moment où tu fais un lapsus, pour le signifier, pour revenir dessus, pour dire que tu connais pas ton sujet, pour dire que t'as pas le droit de t'exprimer parce que t'es pas une vraie cinéphile, etc. Et ça, c'est pas quelque chose que j'apprécie particulièrement et c'est pas quelque chose que je vis particulièrement bien, j'espère m'améliorer sur ce point d'ailleurs, et c'est ce que j'avais extrêmement peur pour ceux qui veulent gagner des millions. Il y a un moment pendant l'émission où nous on voyait pas le chat et où Max nous a dit que le chat se moquait de nous en rigolant, et c'est vrai que ça fait pas plaisir en fait, c'est pas plaisant. Je dis pas du tout ça méchamment pour les gens, hein, vraiment, je suis sûre que moi aussi ça m'arrive des fois de rigoler, de me dire oh c'est pas ça, enfin je sais pas si ça m'est arrivé en fait, mais je peux comprendre la démarche, mais c'est pas très agréable, et du coup ouais j'avais une grosse pression, et puis en plus c'était pour une assos, et j'avais découvert l'assos et je trouvais le truc super bien, c'est une assos qui amène les filles, les dernières sorties de films dans les hôpitaux pour les enfants qui peuvent pas sortir des hôpitaux, et vraiment j'avais un mélange de stress et de pression ce jour-là. Heureusement, on est allé jusqu'au bout, bon largement grâce à Guillaume qui est bien meilleur que moi, mais vraiment j'étais soulagée, j'étais très soulagée quand c'était terminé. Parle-nous un peu de ta passion pour les mangas et les figurines pop que tu collectionnes en masse. Je ne vois absolument pas de quoi vous parlez. Non, très sérieusement. Alors, au niveau de la collection, il n'y a pas que les pop, en fait. Je sais pas si on peut dire que le fait d'être un collectionneur, c'est un trait de caractère, mais en tout cas, chez moi, c'est quelque chose que je fais depuis toujours. Mes parents m'ont toujours reproché de collecter les cailloux, les bâtons, les feuilles, les herbiers, enfin tout ce qui passait et qui était gratuit dans la nature parce que j'avais pas d'argent à l'époque. Et ensuite, bon, j'ai développé mon goût sur la pop culture et du coup, ma tendance à la collection s'est déléguée sur la pop culture. Donc du coup, ça s'est appliqué principalement aux figurines pop que j'ai découvert en 2013 quand j'ai eu mes premiers salaires de petit boulot d'été. Ça venait juste d'arriver en France, j'étais tombée dessus par hasard et je suis tombée amoureuse de ce petit design extrêmement simple, je sais pas comment dire, il y a quelque chose de très coloré, enfin je trouve que personnellement ça me correspond plutôt bien, et en plus il y avait plein de licences différentes, et moi ce que j'aime dans une collection c'est qu'il y ait une harmonie, et là le fait que je puisse avoir plein de licences différentes, plein de rêves différentes, plein de fandoms différents, mais avec une harmonie de forme on va dire, et de style, ça me convient. Bon, depuis, ma collection est devenue complètement ingérable, disons-le, mais bon, je collecte aussi les mangas, puisque ça m'angoisse si une série il manque un tome, ou si une série n'est pas terminée. Soit je la termine et j'ai tous les tomes, et voilà, soit je revends, parce que ça me stresse trop. Enfin, ça, c'est vraiment la collectionnite, mais ça fait ça avec plein de trucs. Genre, si au supermarché, il y a une série j'en sais rien, de bouteilles de jus d'orange, je vais pas prendre deux fois la même, je vais prendre chaque exemplaire qu'il va y avoir. C'est vraiment l'instinct de la collection. Mais voilà, et concernant les mangas, maintenant c'est mon principal poste de lecture, j'ai plus trop le temps de lire, je lis de temps en temps des romans, mais c'est beaucoup plus rare, ça m'arrive vraiment pas souvent, et les mangas c'est, bon déjà j'adore le format, j'adore le design, par exemple j'aime pas la BD mais j'adore le manga, c'est pas très cher, donc quand j'ai commencé les mangas j'étais au collège, je pouvais m'en acheter de temps en temps, et en plus je trouve qu'il y a quelque chose de, tu as tellement de diversité possible dans le manga. Pendant très longtemps en France on avait très peu de choix de licences, et là ces dernières années ça a explosé, c'est un pur plaisir, et vraiment je m'éclate dans mes lectures, j'ai plein de genres différents et c'est très plaisant. Le YouTube Ciné Game, comme on l'appelle, est une grande famille. De quel youtubeur et youtubeuse te sens-tu le plus proche ? Alors, j'ai pas encore eu la chance d'échanger avec énormément de monde, enfin si en fait, à travers les lives, j'ai parlé à beaucoup de gens, mais que je sois
proche, du coup va y avoir Max avec qui je fais très souvent des lives et c'est vrai qu'à force on passe des heures ensemble, on passe des soirées ensemble, donc forcément ça rapproche. Et Max m'a permis d'entrer dans une grande famille qui est la famille Megamax, qui est pleine de bienveillance, vraiment je suis très reconnaissante de m'avoir contactée un jour pour faire des lives avec eux parce que je trouve qu'il y a une très bonne ambiance, très familiale. Et du coup j'ai rencontré plein de youtubeurs de talent qui sont des gens très intéressants, notamment AfroGeek, notamment Guillaume fait son cinéma, avec qui je live aussi souvent, avec qui on va avoir des conversations très intéressantes. En plus ils sont là depuis beaucoup plus longtemps que moi dans le ciné-game, donc ils me donnent des conseils quand je suis perdue ou quand j'ai des angoisses ou quand je me pose des questions et je les en remercie sincèrement. C'est aussi le cas de Johan de la chaîne Chiselbox qui répond à mes questions avec patience parce qu'il y a encore plein de choses que j'ignore. Noémie de Horizon Universe qui est également extrêmement sympathique et j'adore ses vidéos, je trouve ça très enrichissant parce qu'elle parle de science-fiction d'une façon totalement différente de ce que j'imaginais, j'apprends toujours beaucoup de choses, même si on est très en désaccord sur plein de choses. Le Mediavore qui m'a invité sur son... Le Mediavore qui m'a invité pour la première fois dans un live, le premier live que j'ai fait c'est avec lui et je le remercie de m'avoir laissé cette chance. Donc il y a plein de gens vraiment formidables dans le YouTube Ciné Game. Je pense que l'image qu'on en a de l'extérieur quand on connaît pas du tout peut être un petit peu peut-être négative ou en tout cas polarisée par certaines personnes et certains dramas qui vont être mis en avant, mais il y a beaucoup de gens très tolérants, très bienveillants et très généreux en fait d'une manière générale. En parlant du YouTube Ciné Game, pourquoi d'après toi n'y a-t-il pas plus de femmes ? Pourquoi il n'y a pas plus de femmes dans le YouTube cinéma ? Alors je dirais déjà qu'il y a beaucoup de femmes mais qu'elles sont moins visibles. Je pense en tout cas. Et pourquoi elles sont moins visibles ou pourquoi il y en aurait moins ? J'ai pas fait de statistiques analytiques. Je saurais pas dire. Il y a le monde du en ligne est peut-être moins sympa avec les femmes. Alors je pense que les algorithmes nous référencent mieux. Et encore, là, je sais pas si c'est un stéréotype, je parle de quelque chose que je connais pas, je fais des hypothèses. Je pense que l'algorithme nous référence mieux si on est des femmes. En tout cas, c'est le cas sur Instagram, donc peut-être que c'est le cas également sur YouTube. Mais les gens sont quand même assez différents, sans faire... Mais c'est quoi ce bruit de l'enfer ? Mais qu'est-ce que je disais ? Oui, je pense que les gens sur Internet sont différents avec les femmes, enfin pas tous les gens, évidemment je mets pas tout le monde dans le même sac, mais il y a une certaine catégorie de personnes qui ne vont pas avoir peut-être mais je dirais pas la même tendresse, c'est pas le terme, mais qui vont moins laisser le droit à l'erreur, moins laisser une seconde chance aux femmes qu'aux mecs. Il y a aussi une grosse pression sur le physique que les mecs, je pense, ont moins. Je pense parce que je suis pas un mec donc je peux pas vous dire. Et tout ça fait que on reçoit peut-être plus de haine, on a peut-être plus de difficultés par rapport à ça en fait. Moi je reçois souvent des commentaires sur ma situation personnelle amoureuse. Je vois pas qu'est-ce que ça fait là, je sais pas si vraiment les mecs sur YouTube reçoivent le même genre de messages. Sur mon physique, pareil, je sais pas si les mecs sur YouTube reçoivent le même genre de messages. Et d'une manière générale, j'ai déjà remarqué par exemple dans les lives que si moi et un autre intervenant mec, on se trompe sur la même chose ou on a la même opinion, la personne qui va être ciblée dans le chat, ce sera plutôt moi. Alors je sais pas si c'est parce que j'ai un caractère de merde, enfin, ou que j'ai un caractère un peu plus... Quand je suis en train de défendre mes idées, je défends mes idées, on va dire ça comme ça, mais voilà, en tout cas c'est ce que moi j'ai observé. Après ce ne sont que des hypothèses, je suis pas sociologue, je suis pas statisticienne, et je pense que ce seraient des statistiques qui seraient très difficiles à obtenir, mais ce sont mes hypothèses. Je pense que le monde, la vie en ligne est moins facile pour les femmes, peut-être plus facile au niveau référencement, mais beaucoup moins facile au niveau des commentaires et des retours qu'on peut avoir de la part des viewers. Ta chaîne est axée sur l'actualité et les sorties récentes, mais que penses-tu du cinéma des années 70, 80, 90 ? Alors, ma chaîne est effectivement axée sur les actualités, puisque c'est ce que je regarde principalement. En fait, je regarde les sorties du moment, je regarde les nouveaux films. Je re-regarde assez rarement des films que j'ai déjà vus. Pour la plupart, en fait, je m'en souviens relativement, ou alors, dès que je regarde les 4 premières secondes ou les 4 premières minutes du film, tout revient, et je sais plus vraiment, sauf vraiment des films que j'aime énormément, où je prends plaisir à les revoir parce que je les aime, des films qui m'ont pas particulièrement séduit ou qui sont moins ça m'intéresse pas particulièrement de les revoir, donc du coup au quotidien je regarde plus de nouveautés, donc ça me paraissait évident de parler de nouveautés en fait. Mais alors
le cinéma des années 70, 80, 90, j'y ai été initiée par ma famille, puisque c'est leur génération à eux, mes parents, mon grand-père encore plus. Moi, je suis un bébé des années 90, donc en gros, j'ai grandi dans les années 2000, ça va être là mon berceau cinématographique, si vous voulez. J'ai vu des films, je pense pas que j'ai tout vu. Je pense même pas que j'ai vu tous les grands classiques qu'on s'imagine de cette période-là, notamment les comédies parce que c'est pas un genre que j'apprécie. Mais oui, j'apprécie beaucoup de très bons films et beaucoup de très grandes sagas des années 70, 80, 90. Et j'en parle quand je fais des rétrospectives, c'est des sagas qui reviennent dans l'actualité, ou de temps en temps pour parler d'un film coup de cœur. Mais c'est vrai que parler sur la chaîne, c'est pas un exercice que je fais de revoir très souvent ces films-là, donc ça me ferait, je sais pas. Du coup, je regarderai pas les sorties. Ça correspond pas particulièrement à la façon dont je vois les films en ce moment. Je regarde plutôt des dernières sorties, donc voilà. Je sais pas si ça répond à la question. Quel regard portes-tu sur le cinéma français, ancien et actuel ? Alors les gens qui me suivent sur la chaîne savent que moi le cinéma français, on est un peu fâchés quand même. On n'est pas super potes. Faut dire que la majorité du cinéma français qui est le plus représentatif, le plus mis en avant, sont soit des comédies, soit des drames sociaux, hors de genres cinématographiques que je n'apprécie pas particulièrement, et qui sont en général ancrés dans notre monde actuel, et ça aussi c'est pas forcément ce qui m'attire le plus. Si j'ai besoin d'être confrontée à ma réalité, je vais dehors, je vais pas au cinéma, voilà. Donc c'est pas quelque chose que je recherche particulièrement dans le cinéma. Et bon, alors il y a de très bons films de cinéma français, mais en fait on n'en parle pas. J'ai découvert cette année tout plein de petites pépites qui sont du cinéma français, qui sortent à peine une semaine au cinéma, il n'y a pas une grosse com dessus, on n'en parle pas. Mais les grosses comédies françaises, du cliché, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, récemment il y a un truc sur une maison de retraite qui part en voyage, et sur un fonctionnaire pour bien dénigrer les fonctionnaires, ça m'intéresse pas du tout. Donc la majeure partie du cinéma français qui est mise en avant au cinéma aujourd'hui ne m'intéresse absolument pas. Et ne me fait pas rire, pour ceux que j'ai vus en tout cas, vraiment c'est pas pour moi quoi, c'est pas pour moi. Concernant le cinéma français ancien, j'en ai vu, alors j'apprécie pas mal Louis de Funès, même si j'aime pas tout ce qu'il fait, mais c'est plus des films bonne franquette, en famille, qu'on regarde à Noël, etc. Voilà, c'est plus ça, je réfléchis, mais je m'intéresse pas particulièrement au cinéma français, on va d'une manière générale, et j'imagine que ces petits films qui sortent en ce moment et que je vois de temps en temps au cinéma alors qu'on n'en parle pas beaucoup, il y en a eu plein dans les années d'avant, mais j'ai pas les outils, j'ai pas ce qu'il faut, ni le temps d'ailleurs, pour aller exhumer des films dont personne ne parle, des films qui n'ont pas été mis en avant, des films qui ne sont pas des films cultes de ces périodes-là en fait, et auxquels j'ai pas été confrontée. Mais voilà, le cinéma français et moi, en tout cas le cinéma mainstream, même si j'aime pas le terme mainstream, et français et moi, c'est pas fifou quand même. Si tu disposais d'un budget illimité, quel genre de film aimerais-tu réaliser ? Un film d'horreur. Bah oui, mais c'est mon genre favori de film, un film d'horreur. Et alors si vraiment j'avais un budget illimité, j'engagerais des spécialistes, des historiens de cette période, et je ferais un film d'horreur qui prendrait place dans le passé, dans notre histoire, un peu à la The Witch, vous voyez. Je trouve que on a beaucoup de films d'horreur qui se passent dans le monde moderne, on a quelques-uns qui sont de SF, on va dire, il y en a qui se passent dans le passé, mais vraiment si j'avais un énorme budget, je ferais un film d'horreur qui se passe dans le passé, peut-être sur la baie du Gévaudan. J'ai grandi dans le Gévaudan c'est en partie en Lozère, le mythe de la baie du Gévaudan m'a toujours fascinée quand j'étais petite, et j'ai vu l'excellent film Le Pacte des loups que je trouve absolument génial, et qui est un film d'horreur absolument génial, un film d'angoisse on va dire, peut-être un film sur la baie du Gévaudan, ou un mythe qui y ressemble, quelque chose d'un peu dans les bois, d'un peu sombre, avec une créature menaçante, des questionnements, un truc sur la noirceur de l'homme, et un truc comme ça avec une espèce d'enquête, ouais, franchement, une sorte de thriller, d'horreur, angoisse, dans le passé, dans la style à la baie du Gévaudan, j'adorerais. Avec quelle personnalité du 7e art, disparue ou vivante, aimerais-tu partager un moment autour d'un verre ? Alors, je pense pas que ce serait un acteur ou une actrice, parce qu'en fait, les acteurs et les actrices, certains j'admire leur talent réellement, mais en fait, ce que j'aime surtout, c'est les personnages qu'ils interprètent, et c'est les personnages qu'ils interprètent que je connais. Les acteurs et les actrices, je ne les connais pas en tant que personne, donc je sais pas vraiment avec qui j'aimerais boire un verre ou pas, ça se trouve, ils sont antipathiques, vous voyez. Enfin, il y en a certains qui ont quand même l'air de pas du tout être antipathiques. Ben Affleck a l'air d'être un mec très chou. Il y en a tout un tas qui ont l'air d'être... Henri Cavill a l'air d'être trop choupinou et super geek. Mais je les connais pas vraiment personnellement. Non, si je devais vraiment rencontrer une personnalité du cinéma, ce serait un réal que j'apprécie
ce serait peut-être Monsieur Shyamalan ou peut-être Christopher Nolan. J'adorerais écouter Christopher Nolan me parler de son travail. James Cameron, je crois qu'il est pas très sympa, donc peut-être pas. Mais c'est vrai, ces gens-là, c'est surtout des personnes que j'aimerais voir en train de faire leur travail. J'aimerais les voir sur un tournage, en fait. J'aimerais être une petite souris et être là et les regarder à leur tournage. Pareil pour Ridley Scott, j'aimerais les regarder travailler. Donc quelqu'un avec qui j'aurais envie de boire un verre... peut-être Guillermo del Toro. Il a l'air hyper sympa, je trouve. Je crois qu'on pourrait bien s'entendre avec Guillermo del Toro et moi. Donc ouais, je boirais bien un verre avec Guillermo del Toro. Quel est le film qui t'a le plus ému, le plus marqué? Alors le film qui m'a le plus marqué, il y en a plusieurs, mais le film Mustang, c'est un film sur des filles qui vont être mariées de force. Enfin, je me souviens plus exactement du film parce que je refuse de le revoir parce qu'il m'a retourné et j'étais mal pendant des jours. C'est un excellent film, hein. Je me fais pas dire ce que j'ai pas dit, c'est un excellent film, mais j'ai pas envie de repasser par ces émotions-là, on va dire ça comme ça, j'ai pas besoin de ça dans ma vie. Mais vraiment, je trouve que c'était un excellent film et il m'a vraiment beaucoup marqué. C'est-à-dire quand je pense à un film qui m'a marqué, je pense à ça, donc clairement c'est que voilà. Mais par contre, je dirais pas qu'il m'a ému. Un film qui m'émeut énormément, ça va être Spirit, les Talons des Plaines. C'est un dessin animé, je sais pas si vous connaissez. Ah, je suis super émue par ce film. Il me fait pleurer à chaque fois des larmes et des larmes. Je sais pas si c'est que de la nostalgie. Je pleurais déjà quand j'étais gamine, donc ça pouvait pas déjà être de la nostalgie. Le début de là-haut, c'est des larmes et des larmes et des larmes et des larmes, parce que vraiment, c'est tellement beau et tellement tragique à la fois. Je pleure pas particulièrement dans les moments tristes, je pleure dans les moments qui sont beaux. Où il y a de la beauté humaine. Oula, je suis désolée, j'arrête pas de cogner le truc. Où il y a de la beauté humaine, je sais pas comment vous dire ça, c'est ça qui me fait pleurer au cinéma. Quel est le film qui t'a le plus horrifié? Au sens faire peur, je dirais que c'est It Follows, qui est un exceptionnel film d'horreur. Génialissime. Une angoisse, parce que c'est pas vraiment de la peur, c'est de l'angoisse, mais de la grosse angoisse. It Follows, mais horrifié aussi ce côté horrible. Le tombeau des Lucioles, c'est horrible. J'ai lu le livre aussi, horrible également. Donc horrifié à ce côté-là. Soleil vert, c'est horrible. Le truc de la femme qui s'est fait violer, I Spit on Your Grave, c'est horrible aussi. Donc voilà, il y a ce côté horrifique là, en fait. Plus horrifique, je sais pas vraiment de l'horreur quoi, mais c'est quand même horrible. Dans l'horreur, il y a The Visit. Alors The Visit, il me fait pas peur. Enfin, il me fait pas peur. Je le trouve pas horrifique pour ce qu'il est. Je trouve horrifique parce qu'il parle de la vieillesse et de la dépendance et je trouve que c'est un sujet horrifique. J'ai pas peur de vieillir, hein, c'est pas la question. C'est plus la dépendance et le fait de perdre la raison qui me... S'il ne devait en rester qu'un ou une. S'il ne devait rester qu'un seul acteur... en ce moment je regarde Westworld, donc je suis ma période Anthony Hopkins qui est en train de revenir. Et j'adore Anthony Hopkins. Hugh Jackman, ouais, aussi. Je vais essayer de faire 3 générations d'acteurs. Anthony Hopkins, Hugh Jackman. En acteur qui est en train de monter, Andrew Garfield, il y a un énorme potentiel qui est déjà beaucoup largement exprimé. Clairement, va aussi y avoir quand même... Ouais, ces 3-là, ce serait 3-là, donc vous en choisissez un des 3. Je pense qu'en soi, s'il ne devait en rester qu'un pour le futur, vaut mieux prendre Andrew Garfield, c'est celui qui a encore le plus de... Voilà, désolé Anthony Hopkins. En actrice, déjà il y a Eva Green, la femme de... Enfin, elle est merveilleuse cette femme. Il y a Anna Taylor-Joy, qui est incroyable également, que j'adore. Meryl Streep, on va essayer de faire encore différentes générations. Meryl Streep, qui est une exceptionnelle... actrice je trouve. S'il ne devait rester qu'un au réel, Guillermo del Toro avec qui j'ai bu un verre, donc du coup si on s'entend bien autant qu'il reste. Non en vrai Christopher Nolan, James Cameron, Monsieur Shyamalan, vous me connaissez maintenant, Spielberg, vous connaissez mes chouchous. Si je ne choisirais pas qu'un seul, voilà, on laissera faire le destin, on fera une roulette russe pour savoir lequel on garde parce que honnêtement si c'est moi qui choisis ce sera trop déchirant. S'il ne devait rester qu'un seul film, ça c'est compliqué comme question parce que ça veut dire que c'est un film que tu regarderais en boucle jusqu'à la fin des temps. Et j'adore Interstellar par exemple, et si je devais regarder Interstellar en boucle jusqu'à la fin des temps, je pense qu'au bout d'un moment le film me saoulerait. Un film qui me saoulerait pas en boucle jusqu'à la fin des temps, pas Pacific Rim quand même non. S'il ne devait en rester qu'un seul, Avatar non plus, il me saoulerait aussi en boucle, tout le temps, il me saoulerait. Je les vois souvent ces films là mais il me saoulerait en boucle. Spirit et Talons des Plaines, je vous en ai déjà parlé parce que je l'adore, mais non plus. Peut-être le Château Ambulant. Et bien ce film, le Château Ambulant. Puis s'il ne devait en rester qu'un pour les générations futures, je pense que le Château Ambulant, avec tout l'aspect métaphorique, ouais, le Château Ambulant.
Une saga, c'est facile, la saga, LOTR, enfin Lord of the Ring. En plus maintenant, on va pouvoir mettre Ring of Power dedans, ça fait partie de la saga, on est d'accord, c'est le même univers, donc voilà. Lord of the Ring, évidemment, enfin c'est la plus grande saga de tous les temps de toute façon. S'il ne devait rester qu'une seule série, bah du coup, en partant du principe que Ring of Power, que je n'ai pas encore vu au moment où je tourne cette vidéo, donc je sais pas encore ce que ça vaut, et dans la saga que je garde, bah en série je garde GOT, je garde Game of Thrones, parce que voilà, c'est ma série favorite je pense, hein, clairement. Ah, Quoique, il y a aussi Esprit criminel. Mais Esprit criminel, c'est redondant, il n'y a pas tout un univers, alors que Game of Thrones, il y a tout un univers, donc plutôt Game of Thrones. Et ce qui est bien, c'est que, comme pour Lord of the Ring, pour Game of Thrones, on peut aussi garder House of Dragons, c'est la même saga, c'est presque la même série, les gars, c'est presque la même série. C'est juste que c'est les saisons avant la saison 1, voilà. Donc ouais, Game of Thrones. Et s'il ne devait rester qu'une seule BO, ouh, la BO c'est compliqué. Je réfléchis à celle que j'ai en vinyle. Interstellar, évidemment. Mais s'il ne devait rester que la BO d'Interstellar, je sais pas. Pirates des Caraïbes, j'aime beaucoup la BO. Mais non plus. Spirit, les talons des plaines, encore et encore. Je fais trop chier avec ce film aujourd'hui. Je sais pas pourquoi il me revient comme ça. Mais non, pas Spirit, même si la voix de Bryan Adams. Voilà, merveilleux, à l'oreille c'est un bonbon. Gladiator. Donc je garderais peut-être plutôt Interstellar sur les 4. Je sais pas. Peut-être Interstellar, ouais. Merci de rajouter une question carte blanche, c'est la question que tu aimerais vraiment que l'on te pose et à laquelle forcément tu aimerais répondre. Alors la question que je m'auto-pose, c'est comment je m'organise pour ma chaîne YouTube, parce que j'adore parler organisation, que j'adore l'organisation. Oui, j'ai lu le livre de Marie Kondo et tout ce bazar, et je suis pas du tout minimaliste, hein, par contre. Mais comment je m'organise pour ma chaîne YouTube, j'ai un planning par mois, un planning par semaine et un planning par jour. J'en ai 3 comme ça qui sont posés sur ma table avec des codes couleurs, avec le travail, la vie perso et YouTube. Donc j'ai les 3 qui sont divisés et je prévois tout à l'avance, des jours à l'avance. Je suis vraiment trop organisée. Voilà, parce que en soi, une vidéo, sans compter de voir le film, parce que je compte pas ça comme faisant partie de la vidéo, faire les petites recherches, donc faire l'espèce de mini-script, la filmer, la monter, rajouter les images, faire la miniature, faire la com, maintenant tourner le petit TikTok, ça c'est un truc que j'ai rajouté, je sais pas si ça va tenir sur le long terme. Tout ça, ça représente à peu près 6 à 10 heures de travail par vidéo, donc du coup ma chaîne YouTube représente à peu près 30 heures de travail par semaine, sans compter les réponses des commentaires. Et les réseaux sociaux d'une manière générale, mais ça, répondre aux commentaires, si c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de temps quand même, enfin c'est beaucoup de travail, c'est pas du travail, c'est pas très exigeant, mais c'est très intéressant en plus, mais ça prend aussi beaucoup de temps, et il faut compter qu'à côté j'ai mon métier. Là pour le moment je suis en vacances, mais mon métier va revenir au galop, donc chaîne YouTube plus boulot, on est à 60-70 heures semaine, voilà, mais c'est un pur plaisir. C'est un pur plaisir de faire tout ça. En fait, le temps que je passe pour YouTube, je le vois pas passer. C'est ce qui est exceptionnel, c'est ce que je trouve merveilleux en fait. Je pense que, alors je dis pas YouTube en tant que métier, mais je pense que quand t'aimes pas ton métier, les heures te paraissent longues. Enfin, je dis pas que je déteste mon métier, je déteste pas mon métier, mais quand ton métier, tu vois ton métier comme une contrainte, les heures te paraissent longues. Et je vis pas du tout YouTube comme une contrainte, du coup les heures me paraissent pas du tout longues. Et je fais tout ça avec beaucoup d'enthousiasme en fait, d'une manière générale. J'aime beaucoup faire du montage, même s'il faut reconnaître que c'est très rébarbatif et très long. J'aime bien, je suis focus sur une tâche, c'est assez apaisant en fait, je trouve. En général, j'écoute des soundtracks de films pendant que je monte, donc... Ouais, c'est une organisation au millimètre par contre. Et c'est pour ça que quand je dis que Lily s'ennuie et pas du tout représentative de la chaîne, en fait, vraiment, je m'ennuie pas du tout. Et de toute façon, même sans la chaîne, je m'ennuie très rarement. J'ai tout le temps 57 000 choses à faire, choses que j'ai repoussées, livres à lire, jeux à faire. En fait, quand j'ai du temps, je fais un truc. Voilà. Ça m'arrive d'avoir du temps, mais je fais un truc. Je m'ennuie vraiment très rarement. Genre dans les salles d'attente. Et en général, dans les salles d'attente, je prends un manga, ou je réponds à mes commentaires, ou je suis sur l'ordinateur. Je m'ennuie si tu me mets dans une cave où il n'y a pas de réseau, où j'ai pas pu prendre mes affaires avec moi, et que tu me laisses là. Là, au bout d'un moment, je vais m'ennuyer. Voilà.
Donc voilà pour cette interview, je cutterai les passages où il y a des voitures qui passent, j'avais vraiment oublié que l'heure à laquelle je filme n'est pas du tout adéquate, je suis désolée. Enfin j'ai écouté puisque vous terminez la vidéo. Je suis trop contente d'avoir fait cet exercice nouveau et différent, c'était très très plaisant. Je remercie vraiment sincèrement la Caverne du Cinéma de me proposer cette espèce d'interview, moi je dis pas espèce. Je suis très contente de l'avoir fait, j'ai trouvé ça très intéressant, j'ai réfléchi à des questions que je me pose pas forcément tout le temps. Voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que c'était intéressant, j'espère que vous avez appris des choses, j'espère que j'ai pas dit trop n'importe quoi. Enfin, j'ai été honnête, donc normalement non. Si vous avez aimé cet entretien, je vous encourage vraiment à aller découvrir les entretiens des autres youtubeurs ou instagrammeurs ou autres de cinéma qu'il y a sur le site de la Caverne du Cinéma. C'est super intéressant. Alors, j'ai évité d'en lire trop avant de faire mon propre entretien, mais j'ai vraiment hâte d'en découvrir d'autres. Il en a fait un notamment avec Max, de la chaîne Megamax, du coup, que je connais, c'est l'entretien que j'ai vu pour me faire une idée de ce que c'était, mais j'ai vraiment envie d'en lire d'autres. N'hésitez pas à aller visiter son site, c'est un passionné de cinéma et ça fait toujours plaisir de croiser des passionnés de cinéma. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like, voilà, vous connaissez la chanson. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore le cas et à activer la cloche, ça aussi, vous connaissez la chanson. Si vous avez vu cette vidéo dans le cadre des festivités d'anniversaire, eh ben j'en suis ravie et je souhaite encore une fois un joyeux anniversaire à ma chaîne, à qui je parle comme si c'était une autre personne de la pièce. Ça ne va pas du tout. Je ne vous embête pas plus, je vous souhaite dès à présent une très bonne journée, une très bonne semaine, de très bon visionnage et nous on se dit comme toujours à très vite. Oh putain. Je vous ai dit que je cutterais pas, mais c'est tout le temps comme ça quand j'enregistre, donc voilà. Il y a beaucoup de bruit chez moi. Ta chaîne est axée sur l'actualité. De temps en temps pour parler d'un film